Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer une question qui nous touche toutes et tous au quotidien. À quoi sert l'État dans l'économie? On le voit partout, de nos impôts à nos emplois, en passant par le prix de ce qu'on achète. Alors comment ça marche tout ça? C'est ce qu'on va voir ensemble. Voici notre feuille de route. D'abord, on va poser le décor et voir pourquoi l'économie a besoin d'un coup de main. Ensuite, on verra comment l'État intervient, avec quels outils, pour quels objectifs. Et enfin, on regardera les grandes stratégies qu'il peut déployer. Tout part d'un constat assez simple en fait. Une économie, même si elle a l'air de bien tourner, eh bien ce n'est jamais un long fleuve tranquille. Si on la laisse faire toute seule, elle finit par créer des déséquilibres. Tiens, prenons un cas bien concret. Imaginez une société de transport, Sogarpack. Le carnet de commandes est plein, l'entreprise grandit, super, sauf qu'elle a un énorme problème, elle a besoin de chauffeurs, mais impossible d'en trouver. C'est quand même un comble, non? La croissance est là, mais ça coince au niveau du recrutement. Et ce n'est pas juste un cas isolé, loin de là. En fait, le problème de cette entreprise, c'est juste le symptôme de ce qu'on appelle des déséquilibres économiques. Ce sont des problèmes à très grande échelle. On parle de chômage, de prix qui grimpent trop vite, de déficits commerciaux ou encore d'inégalités qui ne se résorbent pas, par exemple entre les hommes et les femmes. Face à tout ça, une question se pose. Est-ce qu'il faut intervenir? Et si oui, comment on fait? Et voilà, c'est exactement là qu'entre en scène l'acteur principal de notre histoire, l'État. Son rôle, celui de régulateur, pour essayer de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Pour bien comprendre comment il agit, on s'appuie souvent sur la théorie d'un économiste qui s'appelle Richard Musgrave. Il a mis le doigt sur 3 grandes fonctions, 3 grands rôles que l'État doit remplir dans l'économie. Alors, décortiquons-les. D'abord, la fonction d'allocation. C'est quand l'État s'occupe de fournir des services que le privé ne ferait pas ou pas assez, comme l'école publique. Ensuite, la redistribution. Là, l'idée, c'est de réduire les inégalités, en gros, en prenant un peu aux plus riches pour donner à ceux qui en ont le plus besoin. Et enfin, la régulation. C'est tout ce que fait l'État pour éviter les grosses crises et calmer le jeu quand l'économie s'emballe ou ralentit. Pour la fonction d'allocation, l'exemple est parfait. L'État construit un lycée. Pourquoi c'est lui qui le fait? Parce que l'éducation, ça profite à toute la société et il faut être sûr que tout le monde y ait accès. Une entreprise privée, elle, chercherait d'abord le profit, ce qui n'est pas le même objectif. Pour la redistribution, l'aide au logement, c'est vraiment le cas d'école. L'État collecte l'impôt, puis il reverse une partie de cet argent sous forme d'aide aux familles qui ont du mal à payer leur loyer. C'est un transfert direct pour un peu plus de justice sociale. Et pour la régulation, eh bien on a tous un exemple très récent en tête, la crise du Covid-19. L'État a mis sur la table des milliards d'euros pour soutenir les entreprises et les salariés pour éviter que toute l'économie ne s'effondre. C'est typiquement l'État qui joue son rôle de pompier, de stabilisateur. D'accord, mais concrètement, comment l'État fait tout ça? Pour remplir ses missions, il ne part pas les mains vides. Il a une véritable boîte à outils, avec des objectifs bien précis et des instruments pour les atteindre. Ce tableau, c'est un peu le tableau de bord de l'économie. On l'appelle le carré magique de Kaldor. Il montre les 4 grands objectifs que tous les gouvernements du monde essaient d'atteindre en même temps: avoir une bonne croissance, le moins de chômage possible, des prix qui restent stables et un commerce extérieur qui tient la route. Le truc, c'est que c'est quasi impossible d'avoir les 4 en même temps. Améliorer un objectif, ça dégrade souvent un autre. C'est pour ça qu'on l'appelle magique. Au final, toute la politique économique, ça se résume à ça. Essayer, avec les outils qu'on a, de piloter l'économie pour l'amener vers ce qu'on considère collectivement comme une situation idéale, tout en jonglant avec les contraintes du carré magique. Sauf que cette fameuse direction souhaitable, elle change avec le temps. Pendant très longtemps, l'objectif ultime, c'était la croissance et encore la croissance. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué que ça. Là, c'est super important de bien faire la différence. La croissance, mesurée par le fameux PIB, c'est juste une quantité. Est-ce qu'on produit plus de richesses? Le développement durable, c'est une qualité. Est-ce qu'on vit mieux, de manière plus juste et sans détruire la planète pour les générations futures? On voit bien que ça inclut l'économie, mais aussi le social et l'environnement. Et ça nous amène à une question fondamentale. Le PIB, est-ce que ça mesure vraiment tout ce qui est important? Il ne prend pas en compte le travail des parents à la maison, le bénévolat dans les associations par exemple, et il ne dit absolument rien sur notre qualité de vie ou sur la pollution qu'on génère. Heureusement, pour avoir une vision plus complète, d'autres indicateurs ont été inventés. Et celui-ci, l'indice de développement humain, ou IDH, illustre parfaitement une autre façon de mesurer le progrès. Il mélange la richesse économique par habitant avec des données très concrètes sur la santé, l'espérance de vie et sur l'éducation. Regardez ces chiffres, ils sont très parlants. La Chine a une croissance économique qui fait rêver beaucoup de monde, c'est vrai. Mais si on regarde son IDH, on voit qu'elle est encore loin derrière des pays comme la France ou la Norvège. Ça montre bien qu'accumuler des richesses, ça ne veut pas dire automatiquement que toute la population vit mieux. Bon, maintenant qu'on a vu les grands principes, on va regarder de plus près les outils de l'État. En gros, on peut classer ces politiques économiques selon 2 grandes logiques. La première distinction, c'est l'horizon de temps.
D'un côté, il y a la politique conjoncturelle. C'est l'action à court terme, la réaction à un problème urgent. Une poussée d'inflation, hop, on agite tout de suite. De l'autre côté, il y a la politique structurelle. Là, on est sur du long terme. On cherche à changer les règles du jeu en profondeur, par exemple avec une grande réforme du marché du travail. La deuxième distinction, c'est la cible. Soit on fait une politique de l'offre, l'idée c'est d'aider les entreprises à produire plus et mieux, par exemple en baissant leurs impôts, soit on fait une politique de la demande. Là, l'objectif c'est de donner plus de pouvoir d'achat aux gens pour qu'ils consomment davantage. Le point crucial, c'est de comprendre à chaque fois quel levier le gouvernement décide d'activer. Allez, si on devait résumer tout ça, on a vu que les économies ont des ratés, c'est naturel. Pour corriger le tir, l'État a 3 grands rôles: l'allocation, la redistribution et la régulation. Pour ça, il dispose de toute une palette d'outils qu'il utilise à court ou long terme pour stimuler soit l'offre, soit la demande. Et surtout, on a compris que l'objectif final, ce n'est plus seulement de produire plus, mais de vivre mieux. Tout ça nous amène à une dernière question, qui est immense. Face aux défis qui nous attendent, le changement climatique, les inégalités qui explosent, les révolutions technologiques, comment est-ce que le rôle de l'État va devoir s'adapter ? Quelle sera la bonne allocation de ressources, la redistribution la plus juste et la régulation la plus intelligente pour le monde de demain ? La question reste ouverte et c'est elle qui dessinera notre avenir économique. Merci d'avoir suivi cet éclairage. Vous avez aimé le contenu de cette vidéo? Vous êtes nouveau sur cette page? Ici, on apprend en kiffant, pas vrai? N'hésitez pas à liker, vous abonner à Mon Campus Online, activer la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout à partager.